En effet, l'unité et la multiplicité, c'est un thème exploré depuis longtemps par les hommes, qui ont constaté qu'à la fois, quand on regarde comme est rapide, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, que le monde est tout le temps changeant, très divers, il n'y a pas deux êtres identiques, et à la fois, il y a des choses qui semblent unir tout ça. Voilà. Et à travers l'abeille, c'est ça qu'on va aller explorer. Pourquoi l'abeille serait-elle un bon exemple? C'est vrai que moi-même, je suis tombé dans l'apiculture par fascination, mais je ne suis pas le seul. Et on va le voir, c'est un petit être qui fascine et qui intéresse, voire plus, les hommes depuis longtemps. Voilà, et donc c'est un peu cette histoire que je vais tenter de vous conter ce soir. En fait, c'est une photo scannée elle-même d'une reproduction d'une toile de peinture que peut-être certains ont reconnue. C'est les paysages près d'Aix-en-Provence, de Mireille. De Cézanne? Ouais, de Cézanne. Et ça nous montre un peu à son époque à quoi ressemblaient les champs dans la nature. Et on voit qu'il y a une multiplicité, une diversité de fleurs un peu partout. Et je vous pose une question, qu'est-ce qui fait l'union entre toutes ces fleurs? Qu'est-ce qui unit ces fleurs? Les abeilles. La pollinisation. Les abeilles et plus généralement les pollinisateurs. Il n'y a pas que l'abeille. L'abeille est un peu plus emblématique que les autres, on verra pourquoi. Pourquoi l'abeille unit ces plantes qui sont spéciales, hein, on peut les appeler les plantes à fleurs, parce qu'il y a à peu près entre 100 et 300 millions d'années, c'est pas très précis, ont surgi à la fois des insectes pollinisateurs et des plantes à fleurs, et les deux ont conclu ensemble une espèce de pacte, et en fait l'insecte se chargeant de la reproduction de ces... Donc on voit que l'abeille est intimement liée au règne végétal. Hein. Qu'est-ce qu'elle prélève? Et en fait c'est une espèce de pacte, un génie d'alliance où tout le monde y trouve son compte. Et là, qu'est-ce que va chercher l'abeille dans cette fleur, au cœur de cette fleur? Le sucre. Ouais, comment on appelle le sucre qui a le nectar. Le nectar, voilà, qui est très chargé en eau, qui est sucré aussi, qui possède certains sucres. Et l'abeille va ramener ce nectar dans la ruche. Ensuite, les abeilles vont se le passer de jabot en jabot. Il va y avoir un processus de digestion enzymatique répété et la transformation des sucres et qui vont à la fin aboutir au miel. Et c'est pour ça que l'abeille mellifère, comme on l'appelle, est la star des pollinisateurs. Et on voit autre chose, Pollen. voilà, qui intéresse l'abeille, mais qui intéresse surtout la fleur. Qu'est-ce qu'elle a? Ces espèces de pelotes sous les pattes, là, c'est comme sous les manches. Elle a une zone avec beaucoup de poils où au passage, soit volontairement, soit plus ou moins involontairement, elle s'accroche et elle fabrique ces pelotes de pollen. Et c'est ce pollen qui va passer d'étamine de pistil en étamine et qui va être, qui va faire que la fleur va se reproduire. Voilà. Donc en fait, certains disent, les poètes, l'abeille fait l'amour aux fleurs. Et voilà l'organe qui leur permet de s'unir. Ça, on ne voit pas très bien, mais c'est la preuve que ce que je dis, c'est une abeille conservée dans un morceau d'ambre. Ça date de quelques millions d'années et elle a été conservée avec son pollen. Et donc les biologistes qui font de l'archéologie aussi animale sont très intéressés par ce genre de choses parce que ça permet de savoir quelle était la composition de la flore il y a des milliers, voire des millions d'années. Ah, et là,
cette photo est là pour illustrer autre chose. L'abeille mellifère a la particularité d'avoir noué un second pacte, une seconde alliance avec un drôle d'être assez dangereux qu'on appelle l'homme. Et ça aussi, c'est depuis très longtemps. Il y en a des attestations. Et je vous ai mis à gauche, c'est une peinture rupestre qui se situe dans le nord de l'Espagne. Bon, on le voit assez mal, mais ça a quand même quelques milliers d'années. Et il y a une reproduction qui a été faite à droite du dessin. Qu'est-ce qu'on voit? Déjà, on voit des hommes qui vont chercher le miel et on voit, en faisant ça assez, j'allais dire, proprement. Et ils s'arrangent pour prélever le miel sans détruire la ruche. Hein. Et voilà, donc c'était vraiment une alliance, et on en a même des traces dans les livres les plus vieux, dans la Bible. On sait qu'ils vont s'installer en terre d'Israël parce qu'ils vont trouver du miel. Hein. Donc c'était quasiment associé au début de l'humanité. En tout cas, ça date de la période des chasseurs-cueilleurs, donc avant même la révolution du néolithique. Ouais. On aurait dit une femme. Oui, c'est vraiment une femme. C'est possible parce que justement avant la révolution néolithique, dans les traces qu'on a de représentation, on a énormément de femmes. Hein, c'est toutes les fameuses Vénus de cette période, et la société a commencé le passage du matriarcal au patriarcal s'est fait a priori avec la bascule, ce qu'on appelle la révolution néolithique. Là c'est un homme, on le voit très mal, mais ça se passe de nos jours et c'est au Népal, et on voit il y a encore dans la jungle des personnes qui travaillent comme il y avait 10 000 ans. Il a détruit la ruche? Non. Normalement, il ne la détruit pas. Non, elle est bien connectée. Bon, sauf que je dis normalement parce que certaines zones en Afrique, en Asie, les gens sont assez friands aussi des larmes d'insectes, d'abeilles. Ah oui, ça commence. Bon. Ça, c'est une autre façon de pratiquer l'apiculture de nos jours, un peu plus moderne, mais le principe est le même. Hein. On voit un essaim qui s'est accroché à une branche, il est recueilli par l'apiculteur. On voit cette espèce de relation particulière qu'il y a entre l'homme et l'abeille, une relation qui a perduré des milliers d'années et qui est en train maintenant malheureusement de disparaître. Et qui faisait qu'on considérait les abeilles comme des animaux, des êtres mi-sauvages, mi-domestiques. Pas vraiment complètement sauvages, pas vraiment domestiques. Et d'ailleurs, des bons apiculteurs, et souvent les essaims, certains essaims, ils vont se poser. Moi, ça m'est arrivé quelquefois, quand j'avais la chambre qui donnait dans la forêt, un essaim qui était venu au petit matin se poser et devant la fenêtre. Bon, bien me chercher. Wow, ça devait être particulier, ça. Oui, Lève-toi. Et j'en ai vu un autre, c'était à la Cour Pétrale, là-bas, qui a un essaim qui tournait un peu dans une grande propriété. Et au moment où on me le signalait, j'allais le chercher, il est dans le pommier, là. Bon, j'y allais, il était parti, j'y allais, et la météo était en train de devenir de plus en plus exécrable. Et à chaque fois, il rapetissait les seins, parce que tant qu'elle n'est pas protégée, si la météo n'est pas bonne, les abeilles se... Et au bout du 4e jour, j'avais presque renoncé à poursuivre cet essaim, et il est venu se mettre au milieu de la cour centrale sur un luminaire, comme ça. Bon, en disant, bon, ça y est, j'ai voulu faire mon fier, mais là, venez me chercher, je tout rentre dans l'ordre. Et comment tu nous expliqueras? Oui. Minute, papillon. Là, on le voit comment il l'a récupéré, tout simplement en coupant la branche sur laquelle, on devine la branche à laquelle pend l'essaim, et il l'a tranquillement coupé et après on peut le mettre dans une ruche, mais notre endroit.
Les biologistes appellent ce type d'alliance une symbiose. Et une symbiose, qu'est-ce que c'est? C'est une association, chaque mot compte, durable et réciproquement profitable entre deux organismes vivants. Bon, et un exemple type qui est magnifique, je ne sais pas ceux qui en ont vu, c'est les anémones et les poissons. Ouais. Poisson clown. Les poissons clowns, oui. Voilà, l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Donc là, c'est vraiment une symbiose forte. Il y a des exemples d'associations plus légers. Mais bon, l'homme peut parfaitement vivre sans les abeilles. Hein, et les abeilles, je vous l'ai dit aussi, pouvaient vivre sans les hommes. Donc, on appelle ce genre d'association, les biologistes appellent ça le mutualisme. Et c'est vrai que par rapport à l'homme et à l'abeille, on est plutôt que dans une symbiose forte, on est plutôt dans une forme de mutualisme. Donc, association occasionnelle, profitable entre deux organismes vivants. Autre chose, quand on va creuser un peu plus loin pour voir, on s'aperçoit que ça, c'est le schéma, ça peut être un peu n'importe laquelle de nos cellules. Dans chacune de nos cellules, il y a des petites il y avait des microcellules à l'intérieur. En haut, on appelle ça des mitochondries. Et on s'est aperçu qu'à une époque, quelques centaines de millions d'années, voire plus loin, des cellules même déjà connaissaient cette mécanique et avaient décidé de s'associer. Et là, la symbiose était d'abord certainement proche et après est devenue tellement proche que c'est devenu ce qu'ils appellent une endosymbiose. Un des deux organismes a même intégré l'organisme suivant. Et on en a tous la trace dans notre corps, puisque ça, ce sont des cellules humaines. Et ces mitochondries ont leur propre patrimoine génétique. Ce qui fait que maintenant, tous les ethnologues et archéologues scientifiques qui étudient l'origine des choses peuvent, à l'ADN de ces mitochondries, connaître notre lignée matriarcale. Parce que ça se transmet que de mère en mère. Donc on a un double patrimoine génétique, celui des mitochondries et celui de... Donc on est totalement, nous aussi, des êtres nés de cette association entre plusieurs êtres. Un peu comme si la vie, et quand on regarde dans le détail la plupart des êtres vivants, c'est quasiment une grande loi du monde vivant, voilà, puisque ça concerne aussi les plantes. Bon, les pollinisateurs, on a vu qu'est-ce que ça serait. Ça serait, là c'est quand même un mutualisme, plus qu'un mutualisme, parce que si, et c'est un peu en partie le drame qui se joue maintenant, si les pollinisateurs disparaissent, il y a des plantes qui vont disparaître, et si certaines plantes disparaissent, ça commence à être le cas, il y a des pollinisateurs qui disparaissent, et c'est en train de... donc là c'est une vraie symbiose forte. Là c'est une abeille sauvage. L'association maintenant entre les hommes et les abeilles, comment les biologistes étiquetteraient? On s'aperçoit que dans certaines traditions, là vous remarquez quelque chose, qu'est-ce qu'il y a? Ça se passe c'est en Amérique latine, au Mexique, dans le Yucatan. Il y a des séries de cruches, vous les voyez? Ce sont des ruches. Toutes les maisons ont leurs ruches. Ah oui. Et ils se transmettent ça, et ils vivent ensemble, là, vous voyez. Et, ouais. Donc il y a quand même là aussi un mutualisme fort, parce que ils vivent au même endroit tous. Oui, les habitants hébergent les ruches chez eux. Hein. Vous voyez, l'habitat est assez serré, et au milieu de tout ça, il y a les ruches. Donc c'est presque une symbiose. Hein. Et ça, plus récemment, ça se passe où? C'est pas loin de chez nous. C'est un village de Lozère, hein, Barbejeul. Et on voit que là aussi, hein, voilà, on vivait assez facilement. Moi, je reconnais les ruches.
Comment? Ils sont là, là. La rouge. Ah oui, Ah, oui, c'est des troncs de châtaignier, en fait, avec par-dessus ce qui les ferme, on appelle ça des lozes. Voilà, une ruche, 2 ruches, 3 ruches. Alors j'ai essayé, en regardant cette diapo, comment il faisait l'apiculteur. Ça devait être un peu acrobatique. Bon, pour vous dire qu'il y a, voilà, il y a des associations assez fortes. Hein. Alors, pour montrer, bon, j'avais parlé des chasseurs-cueilleurs, des néolithiques, et là on arrive dans la révolution de la civilisation. On s'aperçoit que dans nos civilisations aussi, toutes les civilisations nous parlent d'abeilles, et l'abeille est très très présente. Ça, vous avez reconnu l'Égypte, avec une abeille égyptienne. Alors c'est très intéressant parce que c'est représenté à l'égyptienne. Les pattes, il y a les 4 pattes. Ça a combien de pattes une abeille? Bon, là en fait, il y a 4 pattes. 3. 3, mais. non, c'est l'école. On a 3 et 3 derrière, c'est 6. 3. Je vois ce qui éclaire, moi, c'est pour ça. Et là, il y en a une de plus, une patte arrière. La tête, le corps est représenté de profil, les ailes de 3 quarts. Je suis pas d'accord. Je vais en voir une qui est plus claire peut-être. C'est pas bien. Hop. Vous voyez, là, on voit. Ah, les ailes, c'est presque de 3 quarts. Les antennes aussi. Non, là-bas aussi, ils ont 4 pattes. Ouais, 4 pattes, oui. Ouais. Et on voit là aussi, il y a un symbole central qui est très souvent, quand vous voyez des abeilles, vous voyez ça à côté, c'est une anque, une clé de vie. Donc, comme si l'abeille était associée à la vie. Ça vient de Babylone. La représentation du lion était très forte, hein, en lien avec l'étoile de spiritualité. Et ce lion, qu'est-ce qu'il fait avec l'abeille dans sa bouche? Il joue avec. Il joue avec autre chose, il est en train de la manger. Il a 3. Ouais, avec le biberon. Non, oui, il a Il insiste parce que- là. Et oui, il a Il su. insiste apprend, pour ouais. avoir le miel. Ah, en fait, c'était pour symboliser la parole d'or. Alors, du miel de l'abeille. Ça, on passe dans le monde grec. Et quel est ce personnage qui, vous le voyez, a une ruche, et les abeilles vont devenir des étoiles. Et ça va donner la constellation d'Aristée. Là, je vous ai mis même dans la tradition, on se rapproche, dans la tradition occidentale chrétienne, le patron des apiculteurs, c'est saint Ambroise. Il paraît quand il est né, un essaim est venu le recouvrir, et voilà, et c'est devenu un Il a saint. trouvé sa destinée. Sa destinée était faite. Ça, c'est pas un saint, Non. mais c'est quand même un personnage qui a Voilà. imprimé l'histoire et qui maniait très très bien le langage symbolique. Et quand il s'est fait, comment dire, sacré empereur, hein, puisque c'est le pape qui est vrai qu'il a sacré, il a tenu avec ce qui est trop connu, qui est encore conservé, un manteau d'hermine avec des abeilles dessus, pour à la fois passer un cap, pas prendre la fleur de lys parce que c'était la royauté et lui il était héritier de la Révolution, donc il voulait, mais quand même montrer que il y avait quand même quelque chose, et l'abeille était la première symbolique des premiers rois avant la fleur de lys. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Ah bah oui, qu'est-ce que c'est? C'est une ruche? Non, c'est un essaim. Un essaim. Alors, j'ai entendu une ruche, Un essaim. un essaim, des abeilles, vous auriez pu dire. Oui, c'est des abeilles. Ouais. Parce que justement, autre particularité de ces abeilles, c'est qu'on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est. Et a priori, quand au début on en parle, on dit c'est une colonie d'abeilles, c'est quelque chose. Et cette colonie d'abeilles n'a pas vraiment de nom. L'essaim, c'est un état instable de la colonie d'abeilles au moment où elle s'échappe d'une ruche. Sinon, on appelle les ruches, mais les ruches, c'est la maison de l'abeille. L'habitation, oui. Voilà. Mais colonie d'abeilles, il y a quelque chose qui est passé complètement à côté comme vision des choses des anciens, c'est qu'en fait, l'abeille, en elle-même,
n'est que la cellule d'un grand organisme, que les biologistes appellent un supra-organisme, qui est une colonie d'abeilles. Et l'être vivant, c'est l'être vivant à proprement parler, dont on s'occupe quand on est apiculteur, c'est des colonies d'abeilles qui présentent des caractéristiques du vivant bien supérieures à celles de l'abeille individuelle. Par exemple, la ruche est thermorégulée, lorsque l'abeille ne l'est pas, elle se reproduit, elle vit, elle a toute une vie qui fait que donc qu'est-ce que c'est? C'est une colonie d'abeilles, ça n'a pas de nom, c'est un essaim à ce stade-là. Elles sont toutes collées les unes aux autres. Là, dans cette étape, Oui. c'est le mode de reproduction de la colonie, c'est une partie, la moitié de la ruche en gros, s'en va avec l'ancienne reine et celles qui restent en arrière vont, j'allais dire, cultiver, élever une nouvelle reine. Et donc on appelle ça essaimer. Et voilà, c'est aussi quelque chose qui a... Parce qu'on dirait qu'il y a un seul bloc en fait. Il y a un seul bloc. Oui, il y a un seul ouais. bloc, c'est Mais Ouais. Il y a deux périodes où elles se mettent un peu comme ça. Elles se mettent on appelle ça en boule ou en grappe. C'est quand elles essaiment. Et sinon, en hiver, mais on ne le voit pas, à l'intérieur de la ruche, elles arrêtent toutes de se balader, de leur faire leur vie, et elles se mettent ensemble. Et elles vont se tenir au chaud comme ça. Et à l'intérieur, il peut faire extrêmement chaud, même quand à l'extérieur, il fait froid. Et les scènes dont je vous parlais tout à l'heure, il y a juste les abeilles extérieures qui sont exposées au froid et qui petit à petit tombent. Mais en tout cas, et la reine est au milieu, la colonie peut se maintenir dans des conditions assez dures pendant quelques temps. Autre sorte d'association que j'ai regardée, quand j'ai regardé un peu quels étaient ce qu'en pensaient les biologistes, les coraux, ils appellent ça la star des holobiontes. Alors qu'est-ce que c'est qu'un holobionte? C'est quelqu'un qui ne peut survivre qu'avec d'autres éléments qui lui sont associés. Et quand on étudie, et maintenant on s'en rend de plus en plus compte, c'est que l'être humain, en effet, lui-même est un holobionte. Non seulement il est chacune de nos cellules elle-même en état, puisque vous l'avez vu, elle intègre des mitochondries, mais notre supra-organisme, que l'on est, en est un au même, puisque on a de nombreux autres micro-organismes avec lesquels on est associé et sans lesquels on ne pourrait pas digérer, notre immunité ne pourrait pas mûrir correctement. Enfin, il y a beaucoup de fonctions qu'on a longtemps négligées et en fait dont on dépend. Donc c'était la première, qu'est-ce qui unit l'abeille, qu'est-ce qui fait l'unité de l'abeille par rapport à cette première expérience d'observation qui est la diversité ou la multiplicité, c'est le fait, cette capacité à s'unir aux autres. Et c'est une des choses fascinantes de l'abeille, c'est vraiment un maillon médiateur entre le monde végétal et le monde animal, l'humain et le végétal. Voilà. Mais quand on regarde dans le détail, vous voyez, elle n'est pas unique dans cette voie. Tout l'ensemble des êtres vivants sont unis par ce degré d'unité, d'union, d'intégration. Alors, je passe à autre chose, Darwin. Ça, c'était la fiche pour récompenser, le prix qui récompense l'évolution de la stupidité humaine. Bon, la grande idée de Darwin, c'était, vous l'avez vu, c'est la théorie de l'évolution, qui est attribuée à Darwin. Donc, je me suis permis quand même de corriger au passage l'histoire. Dans le monde musulman, il y a Al-Jahiz, un Irakien, à l'époque c'était pas l'Irak, voilà, qui bien avant lui avait compris que tout dans le monde était en évolution, et il y a un magnifique livre qui illustre tout ça. Bon, nous,
occidentaux, on attribue la découverte de l'évolution à Darwin, mais c'était connu par quasiment toutes les cultures et souvent depuis très très longtemps. Donc on peut dire que ça a été une redécouverte. Un vol, tu veux dire? Oui, Comment? un vol. Un pillage. Une redécouverte parce que Darwin n'avait pas connaissance de cet ouvrage. Ah bon. Ok. Mais j'allais dire, tous les agriculteurs dans le fond de leur jardin qui élevaient du bétail savaient faire de la sélection et savaient faire évoluer les espèces. Donc, mais voilà. Et Darwin, en plus de nous parler de la théorie de l'évolution, a donné une autre, a lancé une autre conception qui est un peu le socle de notre vision du monde, qui est la théorie de la sélection naturelle. Comment cette évolution se fait? Elle se fait, il a parfaitement décrit ça, par la théorie de l'évolution naturelle. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant très très longtemps, on a un peu considéré que, chose que ne disait pas Darwin, hein, que la sélection naturelle, c'était uniquement une histoire de compétition, voire de combat, où c'est le plus fort qui étrangle le plus faible et se nourrit, ou alors c'est le plus petit qui perd, hein, en haut la girafe. Donc on avait, et c'est profondément encore incrusté, moi j'apprenais encore ça à l'école, hein, je ne sais pas, les nouvelles générations, voilà. Et ce que nous apprennent les abeilles, et qui est en train de changer, c'est que le grand moteur de l'évolution, de la sélection naturelle, c'est pas tellement la compétition qui est là. Hein. Le combat pour la vie est inévitable. Un être vivant ne peut pas vivre s'il n'accepte pas que la vie est un combat. Ça, c'est la première chose de Darwin. Même la première cellule de base, elle doit se défendre contre les gens qui veulent la piétiner, contre la météo qui est défavorable, enfin. Mais que cette compétition omniprésente, ce qui permet de la gagner, qu'est-ce que c'est? La coopération. Voilà, c'est ça, c'est l'union, c'est la coopération, c'est l'association. Le collectif. C'est Le collectif. voilà, la mise en commun, hein, Ouais. c'est ça. Et là, et même on le voit, des animaux qui nous paraissent les plus prédateurs, les plus redoutables, les plus forts, sont souvent obligés de se mettre, de s'associer ensemble, hein, pour vivre ou survivre. Autre leçon, donc il faut qu'on parle un peu, on a parlé de ce qui nie un peu tout ça. Autre chose qui nous permet de nous promener dans l'unité et la diversité, qu'est-ce que c'est tout ça? Ce sont, on ne le voit pas très bien. L'évolution de leur habitacle. Ouais, c'est une multitude de formes de ruches. Hein. Et l'imagination humaine est vraiment très très forte. Et même encore, quand je regarde, je vois souvent sur Internet, j'ai trouvé une nouvelle super ruche. Et on a une imagination dans les ruches. Et la particularité des abeilles, qu'est-ce que c'est? Que c'est que tout leur va. Y compris dans la nature. Hein, dans la nature, on les voit, les salles sauvages, c'est vrai, des fois ils vont dans une fenêtre, dans une cheminée, dans un trou de grotte, dans un tronc d'arbre creux, même des fois un endroit un peu abrité, ils se mettent sur une branche, enfin. Donc, la partie, ce qu'on connaît de l'abeille, hein, le squelette, la partie physique de la colonie, et peut prendre des formes très très diverses. Et la particularité de l'abeille va être de pouvoir s'adapter. Et qu'est-ce qui lui permet de s'adapter et qui nous permet d'un coup d'œil de reconnaître que c'est une colonie d'abeilles, que c'est une ruche? Bon, ça c'est d'autres formes. D'autres formes. Oui, alors là j'ai mis plein de zones. Donc c'est pareil, au bord de la mer, à la montagne, très haut, hein, là il y a de la neige. Voilà, en pleine ville, ça c'est dans Paris. Dans Paris? Ouais. Des fois même on les transporte à Dodane. Hein, ça c'était les transhumances du bon vieux temps, à Dodane,
où on leur faisait commencer le début de l'année au bord de la mer. Et après, on les amenait à Dodane, au Pic Saint-Loup ou en haut en Lozère. Elles se faisaient un deuxième printemps gratuit avec le décalage des saisons et elles avaient double ration de fleurs. C'est différent des transhumances un peu intempestives qu'on fait maintenant. Voilà, ça c'est maintenant. Mais bon, elle résiste quand même. Et ce qui fait l'unité de ce monde, d'une colonie d'abeilles, c'est pas, vous avez compris, l'architecture extérieure, mais c'est l'architecture intérieure. Parce que quel que soit le modèle de ruche, ronde, carré, rectangulaire, tout le monde pense qu'il a trouvé la forme. En fait, elles s'en fichent un peu, elles vont toutes reproduire, et à droite, vous avez un peu deux archétypes de cette architecture de la ruche, qui sont les rayons d'abeilles, hein, et espacer entre eux, que deux abeilles puissent passer doigt d'eau, hein, pour que ça puisse circuler. Elles s'arrangent aussi pour que la ventilation, ça soit facile à maintenir à température constante. Hein. Il faut toujours qu'il y ait 35-36 degrés. Et autre caractéristique de cette architecture, c'est les fameux, quelle est la figure géométrique? Exactement. L'hexagone. Hein, on voit, ce qui est bien la preuve que On est en France. la France est la patrie universelle de l'abeille. Bon. Puisque les Français, on a eu besoin aussi de se construire, on a beaucoup lutté pour faire de notre pays un bel hexagone. Bon, et quand on connaît ces caractéristiques de l'abeille, cette architecture, et on en a connaissance, mais une connaissance très précise depuis maintenant le début du XXe siècle, ça nous a permis de faire évoluer l'apiculture et de leur construire des cadres bien adaptés à la dimension qui vont permettre de lui optimiser ses constructions, à la fois elle de lui optimiser ses constructions, mais ça elle n'a pas besoin de nous, mais à la fois d'optimiser le travail de l'apiculteur pour le faciliter. Donc ça a été un grand progrès, ce qu'on appelait, on est passé de ruches, je ne sais pas comment ils les appelaient avant, à des ruches à cadre, des ruches divisibles, où on peut sans trop d'efforts prélever une partie des rayons sans perturber trop la ruche. Pourquoi les abeilles construisent des alvéoles en forme d'hexagone? C'est bien, on n'arrive pas à lire la réponse, alors c'est à vous. On optimise la place. Exactement, c'est ce que nous enseigne ce professeur, cet abeille professeur de mathématiques. C'est la forme qui permet de stocker le volume possible en ayant un minimum de cloison. Et d'ailleurs, c'est tellement efficace que c'est utilisé à grande échelle dans l'aviation, puisque les ailes d'avion sont sculptures nids d'abeilles. Ça permet d'avoir la résistance avec le poids le plus léger possible. Et pour ce faire, comment elles font pour calculer précisément l'hexagone? En forme d'hexagone. Ça a pris des cours de maths, ouais. Elles ont pris des cours de maths où elles ont observé la nature. Ça, le mimétisme. Elles ont fait des essais. J'ai regardé, j'ai pris cette photo Dans un cercle. en Allemagne, c'est dans la maison d'Alfred Dürer. Et qu'est-ce qu'on voit? Que si on relie tous les points par lesquels, c'est une fenêtre hein, simplement, par lesquels les cercles se touchent, ça dessine quelle forme? Un hexagone. Les abeilles font exactement pareil. Elles font au départ des ronds de cire, et la cire, après elles ventilent la cire pour qu'elle se dessèche, et en se rétractant, la cire donne les hexagones. C'est des cylindres en fait qu'ils font. Oui. Parce que quand on voit l'hexagone, en fait, c'est vu en enfilade, Oui. et c'est comme un cylindre, je ne sais pas comment on appelle un hexagone en profondeur. Ça, c'était un peu pour montrer un petit peu ce qui est venu toutes ces abeilles, la capacité
de partager les mêmes connaissances architecturales. Derrière la diversité des lieux et des continents où elles se trouvent. Autre chose qui est assez intéressant, et là la suite c'est un quiz. Vous allez me dire, qu'est-ce qui unit? Vous avez tous reconnu une galaxie, ouais, la Voie lactée. La Voie lactée, on ne la voit pas comme ça, elle est trop proche. Hein. Mais une galaxie qui ressemble à la Voie lactée, hein, parce que là, la Voie lactée a cette forme aussi, avec le cœur d'un Tournesol, je pense. tournesol, avec un escargot, un nautile, hein, avec La Joconde. la Joconde, Pierre qui ont ce... avec Le nombre d'heures. Notre-Dame de Paris. On a trouvé le nombre d'or. Là, vous avez sur l'acropole le Parthénon, les pyramides. Voilà, ceux qui maîtrisaient l'architecture connaissaient depuis longtemps ce nombre particulier attaché à l'esthétique, attaché au beau. Déjà, Pythagore avait compris que le monde est mathématique avant de s'exprimer dans sa diversité. Il a un langage qui les unit, c'est le langage mathématique. Même chose pour la musique. Et les La abeilles, musique, c'est très le nombre d'or. Et qu'est-ce qui unit le nombre d'or aux abeilles? Alors, les abeilles ont la particularité, ce sont des ouvrières, d'avoir un père et une mère. Leur mère, c'est la reine de la ruche, en général, et leur père, c'est un des bourdons qui a fécondé la reine. La reine se faisant féconder dans son bol nuptial par 10 à 15 bourdons différents. Qui va faire à la fois, c'est important, parce que ça va faire à la fois l'entretien de la biodiversité de la ruche, et dans une même ruche, on peut voir des abeilles, des fois de couleurs différentes, des noires, des jaunes, des choses comme ça. Ça permet un brassage et toute la diversité des choses. Et ça, c'est ce qui les différencie, c'est bien une biodiversité qui est cultivée. Et qu'est-ce qui les unit? Il y a aussi des mâles, on n'en a pas parlé, qu'on appelle des faux bourdons. Parce que ce n'est pas les gros trucs poilus, orange et blanc. Ça, c'est les vrais bourdons, qui en fait sont des abeilles sauvages. C'est pollinisateurs aussi. C'est les cousines germaines des abeilles mellifères. Non, les faux bourdons, ils sont dans les ruches, ils sont comme les abeilles, un peu plus gros, ils font un peu plus de bruit, on ne sait pas trop à quoi ils servent. Bon, un peu comme chez les... Non, il a toussé, là. Celui qui a découvert ça, vous voyez, il a eu des problèmes. Et la particularité de ces mâles abeilles, de ces faux bourdons, c'est de n'avoir qu'une mère. Ils sont issus d'œufs non fécondés. La reine a une double, à deux poches, et une où qui lui permet de pondre des œufs fécondés, et une autre qui lui permet de pondre des œufs non fécondés. Et quand un œuf est non fécondé, ça donne un mâle. Et c'était un moine, hein, le premier qui a découvert ça, et l'Église l'a excommunié direct. Comment ça? Un homme, il n'y a pas besoin d'avoir un père pour être un homme. C'était totalement irreligieux, c'était pas possible, ça violait les lois de la culture. Bon. Donc, vous voyez un peu comment ça s'articule. Et donc, une abeille, une ouvrière, a un père et une mère, et elle a combien de grands-parents? Là, ça devient un peu plus délicat. Elle a 3 grands-parents, puisque son père n'a qu'une mère. Donc elle a 2 grands-mères et un seul grand-père. Combien d'arrière-grands-parents? 5. Ceux qui connaissent les mathématiques, ils vont tout de suite deviner 5. Et combien d'arrière-grands-parents? 7. Non. 5 En premier, Oui. non, il faut, oui. 8, 9. Pourquoi Bon, tu dis, j'ai pas compris, tous les bourdons Et des sont des mathématiciens codinelles? aussi. oui. Ah, c'est pas seulement ceux qui vivent dans la ruche, c'est aussi les bourdons sauvages. Ah non, je parle des Non, ceux qui bourdons de fécondent. l'abeille mellifère. Ceux qui fécondent la Oui, reine. ceux qu'on appelle des bourdons d'ailleurs, voilà, ce sont des femelles. On les appelle des bourdons, mais c'est des femelles souvent. D'accord, donc ceux qui fécondent la reine sont issus de la reine précédente. Voilà, d'œufs non fécondés de la reine. Et ce sont eux qui sont capables de féconder la reine. Et c'est eux qui vont féconder la reine.
D'accord. Voilà. Et cette suite mathématique, on a commencé à faire en Ce que tu avais dans dit, la ils généalogie. font beaucoup de bruit, on ne sait pas trop à Ouais. quoi ils servent. Ils servent à féconder. quand même. Ouais. Donc il y a 7 bourdons Oui, sur enfin, les c'est centaines pas qui grand-chose. servent à quelque chose. C'est les autres, on ne sait pas trop. D'accord. Donc tout ça pour dire que si on remonte la généalogie de l'abeille, on appelle ce que les mathématiciens une suite de Fibonacci, qui est une suite du nombre d'or. Voilà, qui permet de calculer le nombre. Bon voilà, donc l'abeille aussi, et ce qui explique pourquoi tout ce que touche l'abeille est bon, beau, bien, ça sent bon, c'est parfumé, c'est bon à déguster, parce qu'elle est baignée par la proximité avec le nombre d'or. Ça, c'est autre chose. Oui, on peut faire de l'apiculture en ville. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis cette diapo. Bon, je vous disais tout ce que fait l'abeille. Bon, mais il y a du bon miel. S'occuper des abeilles, c'est aussi possible en ville. Évidemment, avec parcimonie. À un moment, c'était la grande mode, on mettait des ruches partout, mais elle a rentré intempestivement en compétition entre elles avec les pollinisateurs sauvages. Il n'y en a pas tant que ça, mais depuis quelque temps, il y en a ici. On est dans l'écusson, au bord de l'écusson. C'est le jardin des plantes. Oui. Et si un jour vous voulez venir voir les jardins des plantes, ben, vous serez les bienvenus. Tu veux dire les ruches sont là-bas? Voilà, les ruches et le jardin des plantes qu'on vient d'installer. Voilà les ruches. Enfin, allez, un dernier enseignement que Maître Abeille peut vous donner. Ça, c'est un poster que justement j'ai pris au Jardin des Plantes, qui montre le cycle annuel des arbres. Donc, ça montre le cycle annuel des arbres, mais ça pourrait montrer le cycle annuel de tout le monde végétal, que la vie végétale est cyclique. L'abeille aussi, ceux qui font de l'élevage d'abeilles, de l'élevage de rennes, en fait, ils se servent de cette règle, parce que toute cette vie de l'abeille est rythmée par des cycles profondément en lien avec le cycle de l'année, avec les cycles de la nature, évidemment avec les cycles des végétaux. C'est quand, par exemple, la nature est en pleine floraison, que l'abeille va se reproduire aussi. Et du coup, je me disais, bon, ces cycles, quelle est la signification de cette vie qui s'exprime de façon cyclique un petit peu partout? Et si on veut s'occuper d'abeilles, on est obligé d'aligner son agenda sur ce cycle, parce que c'est un peu comme du surf, hein. Si on n'est pas dans la vague, on va être toujours en retard sur la ruche, on ne pourra rien faire, en particulier si on veut faire de l'élevage. Si on est trop en avance, ça ne va pas marcher non plus, hein, on va se faire dévorer par la vague. Pour en revenir avec le thème de notre soirée, quelle est cette loi qui unit le monde vivant à la figure du cycle? Alors, on l'a vu, la spirale, le cercle. Et je vais vous proposer quelque chose à débattre. C'est l'unité de la permanence des lois qui régissent le monde intelligible. Comment la permanence du monde intelligible peut se traduire dans un monde impermanent, justement, et limité, justement, par ces cycles. Voilà, il y a une tentative de la vie à devenir et à rester, à garder sa permanence dans un monde qui ne l'est pas. Paradoxe. Un grand paradoxe. Voilà pour la projection.